Salut à toutes et à tous, les 3 forfaits sont tombés en rafale hier midi, c'était en pleine heure de l'apéro, d'ailleurs j'étais au pastis à ce moment-là, les forfaits donc actés de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Félix Auger-Aliassime. Alors on va en parler bien sûr dans cette vidéo, ça change tout pour la saison sur terre battue qui s'annonce par ailleurs tout à fait exceptionnelle. Donc dans cette vidéo je te propose qu'on parle bien sûr de la situation de Rafael Nadal, qu'on explore un petit peu ce qui va se passer pour lui sur ces prochaines semaines. On va également parler de Carlitos, voir également cette série de blessures qui commence légèrement à inquiéter, et l'idée également de cette vidéo c'est de brosser un panorama plutôt large de la saison sur terre battue qui s'annonce croustillante. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai une communication très importante à vous faire. Si vous n'êtes là que pour le tennis, vous pouvez passer cette partie, il n'y a aucun souci. Vous allez directement sur la barre en bas et vous pouvez skipper cette partie. Mais c'est une communication super importante parce que Utip a fermé ses portes ce lundi, et Utip, c'est la plateforme que j'utilisais pour mon service premium, pour que les mini-actionnaires de la chaîne puissent m'aider financièrement à survivre avec Service Volé, parce que l'équilibre il est très très précaire encore à l'heure actuelle pour cette chaîne. J'essaie de la développer, j'essaie de trouver des partenaires extérieurs, mais on est toujours voilà, un petit peu dans la sauce. Ce soutien, il a une double fonction. La première, c'est d'offrir plus ou moins une pérennisation du projet sur la distance. Moi, j'ai vraiment envie de continuer sur Service Volé. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, vous le voyez, je pense, sur l'ensemble de mes vidéos. Et le deuxième, c'est d'accéder au catalogue vidéo premium qui sont exclusives. Donc, si jamais vous me souteniez sur Utip au préalable, je vous invite à suspendre votre abonnement dès aujourd'hui sur Utip et à basculer sur une nouvelle plateforme. Vous avez le lien qui s'affiche juste ici, mais également dans la description. Je vous remercie vraiment par avance les personnes qui feront la transition entre Utip et Tipeee. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est une démarche qui est pénible. On enchaîne avec le premier sujet de cette vidéo. On met les mains dans le cambouis avec Rafael Nadal, et justement le tweet est tombé hier midi. Il a dit Rafa, salut tout le monde, je ne suis toujours pas prêt à concourir au plus haut niveau. Je ne pourrai pas jouer dans l'un des tournois les plus importants de ma carrière à Monte-Carlo. Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garantie et je continue ma préparation en espérant revenir bientôt. Alors quand on lit ça, est-ce qu'on est vraiment surpris? Vous vous souvenez ces images à l'entraînement, les déplacements latéraux qui étaient carrément assurés? Bon, maintenant qu'on a dit ça, la vraie question c'est, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Rafael Nadal? Certains vont dire, c'est toujours un peu la même histoire, il est blessé, il arrive à revenir, il y a des méthodes désormais en termes de récupération et de soutien médical qui vous permettent de performer à très haut niveau, de prendre des risques avec votre santé, comme ce qui s'est passé pour le Big Two à l'Australian, mais également à Roland-Garros ces derniers mois. Le truc, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que Rafael Nadal est un champion en pointillé depuis juillet 2022. Il n'a pas vraiment bien joué au tennis depuis quasiment 10 mois maintenant, donc ça commence à faire 10 mois, 9 mois, un truc comme ça. L'année dernière, parce que certains ont comparé sur Twitter, oui mais regarde l'année dernière, il a fait juste Madrid. À Rome, contre Shapovalov, il finit en boitant, et finalement il arrive quand même à remporter un 14e Roland-Garros, donc c'est Rafa, on connaît. Ouais, mais souvenez-vous, en 2022, il remporte 21 victoires avant de revenir à Madrid. Il a une seule défaite face à Fritz, et encore il est blessé en finale d'Indian Wells. Et surtout, il a 3 titres, dont l'Australian Open. Donc il est gorgé de confiance. Il arrive à Madrid, et à Rome, bon certes, il n'est pas encore en super bon état, il va pouvoir monter en puissance à Roland-Garros avec un pied infiltré, mais c'est pas du tout la même limonade, c'est pas du tout la même situation. Là, on a un gars qui est devenu père, ça fait quasiment, je le disais, 9 mois qu'il n'a pas correctement joué au tennis, et en fait, on peut le dire, depuis Roland-Garros, il a hypothéqué, je pense, une partie de la fin de sa carrière. À Wimbledon, il pète, et depuis, il n'arrive pas à reconstruire un momentum, il n'arrive pas à reconstruire de la confiance, enchaîner les matchs, enchaîner les victoires, enchaîner une petite période vertueuse. Donc là, on est, je trouve, dans une situation qui est tout à fait différente, et quand on observe le calendrier avec attention, on se rend compte que, ok, Monte-Carlo, c'est mort pour Rafa, on va avoir Barcelone éventuellement, mais il y a un stack énorme sur ce tournoi, il y aura tous les meilleurs joueurs quasiment, donc voilà, il va falloir jouer d'entrée un joueur qui sera potentiellement fort, donc pour se mettre en gamme, en régime, même si c'est Rafa sur terre battue, il a besoin de confiance, il a besoin de match. S'il joue pas Barcelone, ensuite, là c'est pour moi c'est alerta roja, grosse alerte rouge, parce que ça voudrait dire reprendre à Madrid dans des conditions qu'il n'apprécie pas vraiment en altitude. Pareil, un format en plus qui va être allongé là sur Madrid et Rome, donc il faut être présent pendant 12 jours sur les sites, c'est pas du tout la même limonade. Et une reprise à Rome, pour moi, s'il y avait simplement Rome avant Roland-Garros,
Là, il faudra un miracle. Donc là, je sais déjà, hein, vous pouvez regarder dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a immédiatement écrit en m'écoutant « Bon, t'es sympa SV, on peut être pessimiste sur Rafael Nadal, mais quel autre joueur hors de forme peut se pointer sur un grand chelem et le remporter ?» Bah, c'est Rafael Nadal à Roland-Garros, c'est l'éternel miracle, c'est le meilleur joueur de l'histoire sur cette surface de très très loin. C'est un monstre absolu, évidemment. On a envie de revoir Rafa, et c'est peut-être également le message que j'ai envie de vous faire passer. Avant qu'on bascule sur Carlos Alcaraz, c'est profiter de ce gars. Profiter de ses derniers matchs. Alors je dis dernier, peut-être qu'il va encore continuer un petit moment, jusqu'au JO 2024, peut-être encore après, on verra. Ça dépendra de son état de santé, mais profitez de ce gars, profitez de cette légende. Rangez peut-être votre acrimonie potentielle vis-à-vis de Rafa, surtout si je sais que ça vient assez régulièrement des fans de Novak. Profitons de ce champion, de cette légende, de ce combattant exceptionnel. Bon, là on est déjà peut-être en train de se projeter sur des bails un petit peu dramatiques, mais voilà, profitons. L'autre joueur d'envergure qui nous intéresse dans cette vidéo, et ça va être connecté à Alcaraz, à Rafael Nadal, c'est encore un petit problème de blessure. Avec Carlitos, il l'a posté également, c'est tombé au même moment du forfait de Rafael Nadal. J'ai de l'arthrite post-traumatique à la main gauche et une gêne musculaire à la colonne vertébrale qui a besoin de repos pour se préparer à tout ce qui va arriver. Il a de nombreuses échéances, des points à défendre Carlos Alcaraz sur la saison sur terre battue. Rendez-vous en 2024 pour le Masters 1000 de Monte-Carlo. Alors j'ai calculé, sauf si je me trompe, on est à 5 blessures différentes sur les 6 derniers mois, donc c'est un joueur qui pète dans tous les sens, c'est un gars qui n'arrive pas à rester en bonne santé, ça on le sait maintenant depuis un certain temps. Il y avait eu cette, bien sûr, métamorphose physique à l'intersaison 2022, qui peut expliquer peut-être par ailleurs ses nombreuses blessures, ses pépins physiques. Alors, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il va falloir adresser, c'est est-ce qu'il est bien entouré? Est-ce que son physio, est-ce que son kiné, est-ce que son préparateur, est-ce que Juan Carlos Ferrero ne le pousse pas trop? Est-ce qu'ils font un bon travail avec sa morphologie, avec également son style de jeu? Est-ce qu'il va pas y avoir à un moment donné une discussion autour d'une table à se dire bon voilà, je suis capable de jouer comme ça, mais ce n'est pas durable sur la distance. Je vais pas pouvoir rester en bonne santé suffisamment longtemps pour construire mes pics de forme. Et là, on se rend compte que c'est un adolescent qui est très susceptible d'avoir des blessures plus ou moins d'envergure. Alors, si ça se trouve, il va reprendre à Barcelone, il va remporter Barcelone, parce que voilà, le gars est capable de tout, et puis il va nous faire une série positive, et on va tout oublier, mais moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, à adresser, voilà, sur son entourage médical, sur son style de jeu. Il y a manifestement quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors si, en plus, on se rappelle, il avait joué la finale de Madrid sous infiltration, à son jeune âge, voilà, moi il y a des petites choses comme ça qui me font dire que est-ce qu'on n'est pas en train un tout petit peu trop de le pousser, parce que les gars c'est pas des machines non plus. Vous voyez le tennis de Carlos Alcaraz, c'est un tennis de jeu vidéo quoi. Le mec il court dans tous les sens, il envoie des bûches, des défenses en extension, des courses, il a un tennis total ultra physique et il est super spectaculaire, et on n'a quasiment jamais vu ça parce que justement c'est pas quelque chose que tu peux faire sur la durée. Donc je pense que les prochains mois vont être décisifs pour Carlitos, et s'il venait à remanquer encore un tournoi d'envergure, un Masters 1000, ou encore pire, un Grand Chelem, parce qu'on le rappelle, il a manqué l'Australian Open déjà en début de saison, bah, il faudrait se poser des questions légitimes. Ouais, il y a un autre truc qui m'agace, bon ça m'agace vraiment profondément, vous le savez, c'est la réforme pour les Masters 1000, et là par exemple cette saison, à Madrid et à Rome, on va être sur 12 jours à chaque fois, selon le modèle du Double Sunshine à Miami et à Indian Wells. Et pour moi, on est en train de créer des conditions idéales pour les blessures, pour la surchauffe, pour des gars qui doivent être sur les sites pendant au moins 2 semaines à se préparer. Tu peux pas couper. Et la préparation pour Roland-Garros, je trouve qu'elle est affectée du coup, parce qu'avant on avait des tournois sur 1 semaine, 8 jours, allez, et là en étirant, alors évidemment, pourquoi les organisateurs et pourquoi l'ATP étire à votre avis pour faire des thunes? C'est uniquement pécunier, c'est pour l'argent. Les joueurs, voilà, ce sont des soldats, vous devez jouer. Le truc en plus, c'est que tu peux pas faire l'impasse sur ces tournois, t'es obligé de les jouer. Madrid et Rome, tu es obligé de les jouer, donc à moins que tu aies un gros pépin physique et que tu puisses le justifier, mais tu es obligé de les jouer, donc bon, après c'est pas non plus du travail forcé, hein. Il y a des situations qui sont pires que ça, mais moi je trouve que avec cette nouvelle organisation du circuit ATP, on est en train de créer du potentiel à blessure
Et moi, ça m'inquiète. Pour revenir sur la saison sur terre battue et les joueurs qu'on va voir à partir de Monte-Carlo et sur toute la saison, on espère qu'on reverra Rafa, on espère évidemment aussi revoir Carlitos. Moi, j'ai 3 choses à suivre et on va pouvoir en discuter dans les commentaires si vous le voulez. On va partager nos impressions, nos opinions. Moi, déjà, la première, c'est l'arc Novak, l'arc Djokovic, qui va être super intéressant à suivre. Donc, il reprend à Monte-Carlo. On a déjà vu des images d'entraînement. Il est chaud patate. Il sera également à Banja Luka. Alors, je suis désolé pour la Bosnie-Herzégovine. Je dois écorcher le nom de cette ville. Vous le savez peut-être, Belgrade a été délocalisé dans cette ville de Bosnie-Herzégovine. Donc il sera présent bien sûr dans ce pays pour défendre le tennis, pour également prendre un maximum de love avant de basculer sur Madrid, Rome et Roland-Garros. Il a déjà plus ou moins fait comprendre que il ne disputerait pas peut-être l'intégralité de ce programme si jamais il venait à remporter par exemple Madrid ou Banja Luka et Monte-Carlo, peut-être qu'il ferait une impasse éventuelle. Donc ça, pour moi, clairement, c'est l'un des arcs les plus intéressants sur la saison sur terre battue, avec le retour de Rafa, avec Carlitos, avec également les jeunes Français, les jeunes pousses françaises. Et oui, Lucas Van Hache, Arthur Fils, les 2 poteaux là qui se tirent la bourre. Lucas Van Hache qui a remporté son premier match là sur le circuit ATP, c'était à Estoril, c'était hier. Donc ça régale, hein, c'est clair, ça fait super plaisir. On a également Arthur Fils et ses grandes déclarations d'intention. On l'attend de pied ferme lui aussi sur la saison sur terre battue. On a envie de voir les jeunes Français là essayer de progresser au classement. On pouvait peut-être s'inquiéter après la génération majestueuse des mousquetaires. Qu'est-ce qu'on allait avoir? Il y a eu une petite période de flottement. Et là, on voit qu'il y a 2 têtes qui sont en train d'émerger. Donc, soutenons-les, regardons leur match. Essayons de nous intéresser. Je vais vous en parler avec plaisir sur ces prochaines semaines de ces 2 joueurs français. Et puis, le troisième axe, la troisième chose qui va m'intéresser sur cette tournée sur terre battue, ce sont les jeunes. Pousse la jeunesse d'une manière générale. Les Shelton qui a battu l'Estienne hier à Estoril, premier match de sa vie sur terre battue européenne, c'était énorme. Carlitos, Sinner, Rune. On sent qu'on est dans une période charnière de l'histoire du tennis là sur cette saison sur terre battue avec le Big Two, plus ou moins dans un bon état, ça on le verra. Les jeunes également qui ont commencé à prendre le pouvoir doucement, Alcaraz, Sinner, le retour de Medvedev également qui est inarrêtable depuis ce qui s'est passé à Rotterdam. Donc je trouve qu'il y a plein de choses passionnantes, intéressantes. Il y a Zverev qui essaie de revenir au plus haut niveau après une longue blessure à la cheville à Roland-Garros en 2022. Il y a Stefanos Tsitsipas également qui a traversé le Double Sunshine comme un fantôme avec une blessure. Donc en fait il y a plein d'arcs narratifs. Et puis on peut se le dire également, la terre battue franchement, bon, ça fait un petit peu mal de le dire hein, pour une chaîne qui s'appelle Service Volé, mais je trouve que c'est la surface la plus intéressante, celle qui nous donne des matchs tactiquement, techniquement, mentalement et physiquement, peut-être les plus aboutis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, si vous pensez que la terre battue est la surface ultime. Donc moi je suis super enthousiaste. On espère pouvoir voir tout le monde en pleine forme, évidemment. Donnez-moi dans les commentaires, je vous attends, vos impressions sur Rafa. Est-ce que vous pensez que ça, y a pas de souci, il va revenir, il va remporter un 15e Roland-Garros? Qu'est-ce que vous attendez également de la saison sur terre battue? Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve pour des digests en série, en pagaille, à partir du tout début de semaine prochaine à Monte-Carlo. La bise.